L'âge mûr, une œuvre exceptionnelle de Camille Claudel. L'histoire de l'âge mûr, vraiment, c'est le testament de Camille Claudel. C'est l'autobiographie sculptée de l'artiste elle-même. Une histoire d'amour qui se termine entre Camille Claudel et Rodin. L'homme d'âge mûr, l'homme de la maturité, est irrémédiablement arraché à l'amour, à la jeunesse et à la vie. Une commande de l'État qui n'arrive pas. Le document qui aurait pu tout faire basculer, quoi. Mais qui n'a jamais été signé et complété et envoyé. Je pense qu'on peut véritablement y voir un peu la main invisible de Rodin dans cette non-commande, en fait, dans cette annulation. Et c'est ainsi que l'artiste va perdre pied. Dans ma propre famille, j'ai eu un exemple terrible en la personne de ma sœur Camille, qui était une femme de génie, d'une beauté et d'un talent extraordinaire, et qui n'a rencontré que le désespoir et finalement la folie. Voici l'histoire de l'œuvre qui a tout fait basculer. Musée Rodin à Paris, créé en 1914 à l'initiative de l'artiste. Dans les années 50, quelques œuvres de Camille Claudel ont rejoint les collections suite à un don de Paul, son frère. Parmi lesquels, l'âge mûr, que nous découvrons avec Véronique Mathioussy, responsable du fonds historique du musée Rodin. Il s'agit ici d'un groupe de 3 personnages qui ensemble constituent une représentation symbolique de la destinée, où on voit bien que l'homme d'âge mûr, l'homme de la maturité, est irrémédiablement arraché à l'amour, à la jeunesse et à la vie. Alors c'est une œuvre en bronze qui fait environ 1,20 m de haut sur 1,80 m de large et qui est construite sur une oblique très dynamique et qui est renforcée notamment par le déséquilibre de la jeune femme, par la draperie volante et puis par le jeu des lignes en général, qui crée le rythme de la marche et en font une composition en action et tout à fait saisissante. Ici, le centre de l'œuvre, ça va être le vide. C'est ce vide béant. Il y a rupture, indéniablement. Et en fait, l'homme apparaît ici totalement résigné. Il est complètement happé par la figure de la vieille femme. Et les liens sont définitivement rompus avec la jeune fille qui implore, les bras tendus, dans un dernier effort, celui qu'elle aime en réalité. On voit à quel point Camille Claudel met en scène ici un peu le tourment de sa vie et le drame de sa rupture. Quand Camille Claudel rencontre Auguste Rodin, c'est un joli brin de jeune fille. Elle veut devenir sculpteur professionnel. Et elle voit en Rodin, qui a 24 ans de plus qu'elle, un exemple à suivre, un maître. Lorsque Camille Claudel intègre l'atelier de Rodin, le sculpteur, à cette époque, est en pleine ascension, puisqu'on est au début des années 1880, et Rodin vient de recevoir la commande de la Porte de l'Enfer, la commande officielle, et Camille Claudel, elle n'a pas 20 ans quand elle intègre véritablement l'atelier de Rodin, avant de devenir sa collaboratrice, sa maîtresse et sa muse. C'est une très jolie jeune fille avec un esprit libre, mordant, un air impressionnant de courage, de franchise, de supériorité, de gaieté. À partir de là, Camille Claudel devient le modèle préféré de Rodin. Fou amoureux, il est fasciné par ses charmes, mais aussi par son talent. Alors là, dans l'atelier, Camille Claudel, elle acquiert vraiment une technique. On sait qu'elle travaille sur le morceau. Elle travaille d'abord énormément. Elle dessine d'après le modèle vivant. Elle s'essaie sur l'expression des visages. Elle exécute des mains, des pieds. Et elle se familiarise en même temps avec tous les rouages du métier, tout en essayant de répondre à ses premières commandes. Dans cet atelier, Camille progresse à vive allure. Et c'est donc elle qui va réaliser le buste officiel de Rodin. Seule ombre au tableau, Rose Beuret, la compagne de longue date de Rodin. Par loyauté, il ne peut se résoudre à la quitter. Et après une décennie de passion, Camille le somme de choisir. L'homme est déchiré, il hésite. C'est en tout cas ce que nous raconte une première version de l'âge mûr, une esquisse en plâtre extrêmement fragile qui a miraculeusement survécu aux affres du temps.
La grande différence dans cette composition, donc, c'est qui est la première version de l'âge mûr, réalisée en 1894-1895 par Camille Claudel, c'est la construction pyramidale qui diffère considérablement de la version définitive. Ici, les personnages sont présentés encore liés et la scène n'est pas du tout jouée, le sort n'est pas jeté et l'homme apparaît encore totalement hésitant entre ces deux figures. Ce qui est impressionnant, bien sûr, c'est le traitement des chairs, hein, le traitement des corps en totale décrépitude, notamment dans la figure de cette vieille femme dont on voit l'image de Rose Beuret, bien sûr, à la fois très moderne, mais vraiment d'une grande violence aussi. C'est un fer énergique, un traitement très viril, en fait, de la matière, et puis un visage avec des yeux caves, une figure totalement effrayante, presque de sorcière, en tout cas, dans la présentation de la figure de Rose Beuret qui incarne ici la mort. Il regarde du côté de la mort, mais son corps est encore attiré physiquement du côté de la jeune femme. Elle y croit encore. En tout cas, tout est possible là. Rodin va-t-il revenir vers la jeune implorante? Camille hésite sur la forme définitive de l'œuvre. Elle cherche, explore différentes compositions, probablement influencées par les derniers soubresauts de leur amour. Au musée de la Piscine à Roubaix, nous avons découvert une sculpture révélatrice des tâtonnements de Camille. C'est une étude qui avait disparu depuis près d'un siècle et que Bruno Godichon, conservateur, a identifiée il y a peu de temps. Exceptionnellement, il l'a sortie des réserves pour nous. En fait, c'est sans doute la première version, en tout cas un des premiers modelages pour le personnage de l'implorante, une des figures donc de l'âge mûr, qui est une œuvre dont on connaissait la version en plâtre parce qu'elle a été photographiée dans l'atelier de Camille Claudel avant l'internement et qu'elle a été publiée à l'époque. Mais ce plâtre, qui évidemment est assez frustre dans l'exécution, on ne pensait pas qu'il avait survécu. À l'occasion d'une succession, on a été contacté par un expert qui se posait des questions sur cette œuvre. Alors évidemment, on l'a tout de suite reconnue et le musée a pu l'acquérir en vente publique. Une œuvre clé qui confirme les réflexions de l'artiste sur la composition finale. On est très proche du premier plâtre, celui qui est conservé au musée Rodin d'ailleurs. On sait que c'est une implorante parce qu'on connaît l'œuvre aboutie. Là, on est déconnecté de la lecture allégorique de l'œuvre. On est vraiment dans une vraie recherche plastique. Les bras ne sont pas encore tendus, mais repliés vers le corps, ce qui permet bien de voir qu'on est vraiment dans une œuvre réalisée assez tôt, où l'influence de Rodin est encore prégnante. Cette esquisse permet aussi de mieux cerner les techniques de travail qu'utilisait Camille Claudel. C'est là qu'on voit le système que Rodin appelait le système du marcottage, qui est un terme de pépinière, de pépiniériste, qui est fait un système de greffe, d'assemblage pour créer une nouvelle plante à partir de deux éléments. Et là, on voit très nettement le travail très différent du dos assez poussé, très raviné, là encore très rodinien, ce côté un peu romantique tardif. Et ce bras qui est totalement disproportionné, on voit vraiment que c'est un bras d'homme. Et quand vous regardez sous l'épaule ici, on voit très nettement la masse de matière qui a servi à abouter les deux parties. De la même façon qu'on peut imaginer le travail sur le derme, vous voyez, avec les applications, c'est aussi des traces de linge, peut-être à un moment sur la terre crue, qui ont créé cet épiderme un peu spécial. C'est une pièce magnifique. Peu à peu, Camille comprend que Rodin ne quittera pas Rose Beuret. L'amour va alors laisser la place à la rancœur et à l'amertume. Nous retrouvons Véronique Mathioussy dans les archives du musée Rodin, où sont conservés des documents particulièrement éloquents sur l'état d'esprit de la jeune femme à ce moment-là. En lien avec l'âge mûr, et au moment en tout cas de leur rupture, Camille Claudel va réaliser des caricatures acides à la plume et au lavis d'encre noire. Donc, ce sont des dessins qu'elle adresse, semble-t-il, vers 1892 à Rodin. Donc Rose Beuret, la compagne de Rodin, y est représentée sous les traits d'une vieille mégère, et Rodin, lui, figure enchaîné. C'est la soumission et puis de l'homme à cette compagne qu'il n'arrive pas de toute façon à quitter, et cette existence à laquelle il est enchaîné. Et on a par exemple celui-ci qu'elle nomme le collage, où les deux personnages sont donc collés fesse à fesse, on va dire.
Et ce sont des dessins, en fait, si vous voulez, qui ne valent pas tant pour leur prouesse technique que pour la dimension historique et anecdotique, puisqu'en fait, ils nous renseignent surtout sur la nature de leur relation au moment de cette séparation. Mais Rodin les a quand même conservés malgré leur hostilité. Camille a perdu la partie, et sa version finale de l'âge mûr prouve qu'elle l'a bien compris. Rodin est finalement emporté par Rose Beuret, mais Camille s'apprête à livrer une nouvelle bataille. Si elle n'a pas pu devenir Madame Rodin, elle aimerait au moins que l'âge mûr, fruit de cette passion, lui apporte la consécration. Que cette sculpture soit commandée par l'État et entre ainsi dans un musée français. Aux Archives nationales, nous avons découvert des documents retraçant ce qui sera l'épisode le plus douloureux de la carrière de Camille Claudel. La reconnaissance d'un artiste passe indéniablement par la commande de l'État et la commande publique. Et là, on doit reconnaître que Camille Claudel quand même va jouer de malchance dans ce domaine. Pourtant, tout commence plutôt bien. En 1895, un inspecteur des Beaux-Arts, M. Armand Sylvestre, va dans l'atelier de Camille, voir son travail autour de l'âge mûr. Alors ça, c'est le premier rapport d'Armand Sylvestre, de sa visite dans l'atelier de Camille Claudel, et c'est en fait ce qui marque le point de départ de l'épopée de la commande de l'âge mûr en réalité. Il est absolument subjugué par la composition de l'œuvre, par son état très poussé, et il incite l'État à lui passer commande. Elle propose d'exécuter un marbre, parce qu'elle veut donc assurer la pérennité de son œuvre, mais en réalité ça sera beaucoup plus compliqué que ça, puisqu'en fait c'est un plâtre qui va lui être commandé. Après un deuxième rapport élogieux, Camille est convaincue qu'on va lui commander la version en bronze ou en marbre. En 1899, le plâtre est exposé au Salon national des Beaux-Arts. L'occasion pour Rodin de découvrir cette sculpture qu'il n'avait encore jamais vue. Et c'est précisément à partir de là que la machine administrative va véritablement s'enrayer. L'arrêté est préparé en vue de lui passer commande donc de l'exécution en bronze de l'âge mûr. Il ne manque plus que la somme à compléter, la date à ajouter et à signer. Curieusement, en fait, sans explication, sans précision particulière, le directeur des Beaux-Arts à ce moment-là, qui est Henri Roujon, annule la commande. Ça, c'est le document qui aurait pu tout faire basculer, quoi. Mais qui n'a jamais été signé et complété et envoyé, quoi. À cette époque-là, Rodin est le sculpteur le plus connu et le plus influent. Aurait-il joué un rôle dans cette annulation ? Tout porte à croire que Rodin n'est pas très loin quand même. On peut imaginer que Rodin, qui découvre l'œuvre, comprend lui très vite la dimension autobiographique de cette œuvre. Et il voit à travers cette œuvre un scandale imminent surgir, quoi, en fait. Et je crois qu'il a aucune envie de voir, en fait, étaler sa vie sur la place publique. Mais Camille Claudel ne veut pas s'avouer vaincue. Elle va inlassablement relancer les Beaux-Arts en espérant que la commande aboutisse malgré tout, car elle a besoin de cet argent pour vivre et continuer à travailler. Et ça va être 12 années quand même de négociations avec les instances administratives, en fait. 2 années de combat, de négociations, d'acharnement. En 1907, elle finit par s'adresser directement au ministre des Affaires culturelles, le suppliant de trancher en sa faveur. Le ministre demande un complément d'enquête et il se renseigne en disant: cet artiste prétend avoir reçu depuis 20 ans la commande d'une statue en bronze dont le prix ne serait pas encore soldé. Il est répondu donc: on a l'honneur de faire connaître à monsieur le ministre qu'aucune commande de sculpture en bronze n'a été faite à mademoiselle Claudel. Elle est obligée de renoncer et ça va être pour elle une véritable, vraiment une blessure qui va considérablement l'affecter. Au fil du temps, Camille est de plus en plus cloîtrée dans son atelier du quai Bourbon. Tous ces échanges avec l'administration nourrissent sa paranoïa grandissante envers Rodin. À court d'argent, elle ne peut pas assurer une version en bronze de son plâtre. L'œuvre de sa vie risque de disparaître. Si l'État n'en veut pas, un homme, le capitaine Tissier en revanche, va tomber fou amoureux de cette œuvre. Il l'a vue à l'exposition de la Société nationale des Beaux-Arts de 1899 et il la veut à tout prix, mais n'en a pas les moyens.
Une histoire dont nous avons retrouvé la trace au Louvre, à la Bibliothèque des musées. Ophélie Ferrier est conservateur à Orsay. Elle connaît bien cet épisode de l'âge mûr. Ce sont des lettres qui montrent la volonté du capitaine de sauver en quelque sorte l'âge mûr en faisant réaliser une fonte. Donc ici on a une lettre de Camille Claudel qui lui indique qu'elle a consulté son fondeur habituel et que le prix qu'il lui propose est de 6 000 francs, ce qui est beaucoup trop cher pour le capitaine, qui n'est pas un mécène à proprement parler, hein, qui avait donc sa solde de militaire. Et donc elle joint à cette lettre une attestation du fondeur en question, qui est François Rudier, qui est un fondeur habituel de Rodin et de Camille Claudel, avec lequel elle travaillait à cette époque-là, et donc qui atteste qu'il ne peut pas faire le groupe à moins de 6 000 francs. Et donc la fonte du bronze sera donc impossible. Elle termine en disant « Recevez mes regrets et mes sincères amitiés ». Le capitaine est obstiné. Pendant des mois, il va chercher une solution. Le capitaine ne peut pas acheter l'œuvre, en tout cas ne peut pas faire fondre l'œuvre par Rudier. Et donc c'est lui-même qui se met en quête d'un fondeur pour l'œuvre qu'il veut acquérir. Et donc il s'arrange avec la maison Thiebaut et particulièrement avec leur fondeur, M. Fumière. Camille Claudel explique qu'elle est d'accord de faire fondre l'œuvre par Fumière. Je suis heureuse que vous ayez pu vous arranger à votre gré avec M. Fumière. J'espère bien que, quoique limité pour le prix, il fera tout son possible pour obtenir un bon résultat. Et elle lui dit également qu'elle ira, quand vous voudrez, avec vous, surveiller la fonte. Donc ça montre que pour elle, c'est pas une simple édition, mais que vraiment, étant donné que c'est la première version de l'âge mûr à être fondue, elle tient à être là aux différentes étapes de la fonte, ce qui n'est pas du tout le cas de tous les artistes. Cette première version de l'âge mûr en bronze est conservée aujourd'hui au musée d'Orsay. C'est devenu une des pièces incontournables de la collection. La commande du capitaine est pour Camille Claudel l'assurance de sauver son œuvre. Mais l'homme a malgré tout une exigence un peu particulière. Le capitaine Tissier souhaite que l'œuvre soit transportable plusieurs fois, que l'œuvre le suive dans ses différentes affectations militaires. Et c'est une des raisons pour laquelle justement Camille fait en sorte que l'œuvre soit transportable. Et donc notamment cette figure de l'implorante détachée. Et en fait on a un système, les deux parties ne sont pas soudées et elles s'emmanchent par un système, on pourrait dire de tenon et de mortaise. Elles s'emmanchent l'une dans l'autre de manière extrêmement simple et ce n'est absolument pas fixé. Ici, on voit très bien la césure entre les deux groupes principaux de l'œuvre et assez symboliquement, Camille sépare cette figure de l'implorante qui en quelque sorte la représente du groupe principal qui représente Rodin et Rosebeuret. Et quand vous êtes ici, vous pouvez vraiment voir donc la troisième partie de l'œuvre et le trou qu'il y a entre le corps de la femme et la draperie et la délimitation là qui est en bas de la draperie. Donc c'est cette troisième partie qui vient s'imbriquer et se raccroche au reste du groupe par une vis. Donc c'est pas de l'ordre de la fonte, hein, c'est vraiment un montage. Et l'âge mûr suivra le capitaine toute sa carrière. Selon les affectations, il l'exposera entièrement ou en partie. Si cette acquisition est un réconfort pour Camille, elle ne résout pas pour autant ses problèmes d'argent, car elle ne fait aucun bénéfice sur cette fonte. À bout de force, avec une santé chancelante, son psychisme sombre peu à peu, la paranoïa prend le dessus. Au point qu'en 1913, la famille Claudel décide de la faire interner. Paul, en poste à l'étranger, demande à Philippe Berthelot, un ami diplomate, de vider l'atelier de Camille et de prendre en charge ses œuvres. Tout porte à croire que c'est lui qui a fait réaliser la deuxième fonte en bronze de l'âge mûr, qui est conservée aujourd'hui au musée Rodin. À l'asile, Camille cesse de sculpter. Elle se résigne et attend la liberté en vain. Elle meurt 30 ans plus tard, en 1943. Paul, qui ne lui a rendu visite qu'une dizaine de fois, ne se déplace pas. Elle est enterrée à la fosse commune. Pris de remords, en 1951, Paul Claudel décide d'organiser une exposition autour de sa sœur au musée Rodin.
Véronique Mathioussy a retrouvé la trace de cet événement. Dans le catalogue qui accompagnait la rétrospective, donc, Paul Claudel va rédiger un texte dans lequel il dresse un portrait très touchant et assez intime de Camille Claudel. C'est un texte plutôt engagé, pas toujours tendre d'ailleurs envers Rodin, et dans lequel il s'étend longuement, on va dire, sur l'âge mûr, qu'il décrit notamment sur plusieurs pages. En fait, c'était pour lui la représentation d'une destinée manquée, d'une espérance trahie, et avec raison du reste, il parle du plâtre et du bronze, non pas comme deux versions d'un même thème, mais plutôt comme deux chapitres d'un seul drame. Et la description notamment qu'il fait de la jeune implorante et donc de Camille Claudel est assez bouleversante. C'est ma sœur Camille, implorante, humiliée, à genoux, cette superbe, cette orgueilleuse, c'est ainsi qu'elle s'est représentée. Implorante, humiliée, à genoux et nue. Tout est fini, c'est ça pour toujours qu'elle nous a laissé à regarder. Et savez-vous ce qu'il arrache à elle en ce moment même, sous vos yeux, c'est son âme. Quelques lignes plus loin, il dit l'œuvre de ma sœur, ce qui lui donne un intérêt unique, c'est que tout entière, elle est l'histoire de sa vie. À cette occasion, Paul décide de faire don de l'âge mûr au musée Rodin pour qu'il y reste définitivement. Mais l'exposition est un échec, car tout le monde a oublié Camille Claudel. Les ouvrages de l'époque la déclarent même morte dans les années 20. Il faut attendre 1984 pour que Reine-Marie Paris, la petite fille de Paul Claudel, réussisse à braquer les projecteurs sur sa grande-tante Camille. Vous avez la franchise de publier les lettres de Camille justement, j'ai voulu Claudel. rien cacher, C'est vrai, vous ne cachez rien du tout. J'ai tout livré, tout ce que j'avais sous la main, j'ai absolument tout livré, parce que c'était absolument essentiel de faire la lumière sur sa maladie mentale et sur sa... 15 ans après la mort de Rodin, elle continue à penser qu'il y a toujours un complot manigancé par Rodin et par la bande à Rodin. Par la bande à Rodin. Voilà. Il y a les pièces aussi. C'est un peu curieux quand même, 15 ans après la mort de Rodin, elle continue. Voilà. Elle était atteinte d'une obsession, l'obsession de Rodin, enfin l'obsession qui l'a poursuivie jusqu'à la fin de sa vie. Est-ce qu'elle était encore amoureuse de Rodin? Oh oui, vraiment, je crois que cette passion-là, moi je crois qu'elle n'a jamais cessé, parce que ça ne peut pas, sa haine contre Rodin ne peut pas s'expliquer autrement. C'est de l'amour qui se transforme en haine. Je crois qu'elle l'a aimé. Oui. Au musée de Nogent-sur-Seine, où l'on trouve plusieurs œuvres de Camille Claudel, nous avons rencontré Reine-Marie Paris. Elle nous révèle comment l'émission Apostrophe a permis d'écrire un nouveau chapitre de l'âge mûr. Il y a un monsieur qui m'avait vu à la télé et il me téléphone qu'il avait l'âge mûr. L'âge mûr version réduite. Et moi j'étais sceptique en disant bon, ça doit être un faux, mais enfin faut y aller. Hein. Il faut y aller. Bon. Alors il m'a donné son adresse et donc je sonne et puis je vois un monsieur. C'était ni un collectionneur, ni un amateur d'art. C'était un homme sympathique qui m'a dit être le grand argentier du Louvre. Il polissait l'argenterie du musée du Louvre. Et il m'a dit, voilà, il faut que je vende cette œuvre. Et donc, il y a un antiquaire qui lui avait proposé une certaine somme. Moi, je lui ai dit, écoutez, je ne peux pas mettre ce prix que de l'antiquaire, mais je peux mettre tous mes droits d'auteur que je venais de toucher, d'ailleurs, sur le livre de Camille Claudel. Et je peux vous donner ça, voilà, c'est tout ce que j'ai. Alors, réfléchissez. Il m'a dit, donnez-moi 3 jours. Alors, j'ai dit d'accord, j'étais sûre de ne pas l'avoir. Et puis, je n'ai pas attendu 3 jours. Le soir même, il dit, écoutez, je préfère que ce soit vous qui l'ayez, parce que vous êtes de la famille, vous vous êtes occupé de Camille Claudel. Donc, ça serait juste un juste retour des choses que vous l'ayez. Cette version de l'âge mûr, on la doit à un marchand, Eugène Blot, qui quelques années avant l'internement de Camille, avait fait réaliser 6 exemplaires en taille réduite afin qu'ils soient plus faciles à vendre. Toutes ces fontes avaient disparu. Celle que Reine-Marie Paris a retrouvée est la seule connue à ce jour. Regardez, le corps, il vibre. Il est en vibration, il marche. On sent qu'il marche, qu'il y a un effort dans cette démarche. Puis elle, la mort, celle qui coupe le fil de la vie, celle qui... Oui. Eh ben, elle a gagné quand même. Elle a gagné sur Camille, elle a gagné sur la jeunesse. C'est elle qui part avec son homme.
On la comprend aussi, c'était quand même la première femme de Rodin. On ne peut pas blâmer Rodin non plus. Hein. C'était plus commode d'avoir Rose Beurré que Camille. Elle n'était pas commode quand même. Quand on retrouve une œuvre de Camille Claudel, elles sont très rares à retrouver. C'est très difficile, c'était vraiment difficile. Et quand on en retrouve une, et surtout de celle-ci, eh bien, je veux dire qu'on a le cœur qui cesse de battre. On est complètement, on est sous le choc, Grâce aux efforts et aux découvertes de Reine-Marie Paris, aujourd'hui le musée de Nogent-sur-Seine possède la plus grande collection d'œuvres au monde de Camille Claudel. Et une fois encore, Rodin n'est pas très loin, sourd aux suppliques de Camille.